Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents, merci d'être à Vivatech. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. Je vous prie d'accueillir tout de suite le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, monsieur Emmanuel Macron. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Ravi d'être là. Je vous en prie. Bienvenue à Vivatech, que vous avez d'ailleurs pu visiter, je crois, il y a quelques minutes. Tout s'est bien passé, cette petite marche s'est bien passée. Parfaitement. Je suis ravi vraiment d'être là, très heureux. Donc c'est la première édition de Vivatech. C'est la première édition. Il y a quelques mois, je le disais, on s'est rendu au CES à Las Vegas, qui est voilà, ce grand événement international de la technologie où il y a beaucoup de grands groupes de start-up. La France était la première délégation. Et quelques mois avant, à Tel Aviv, où il y a le DLD, qui est là aussi un événement important, j'avais pris l'engagement qu'on ferait un DLD en France. Et donc, Maurice Lévy et le groupe Publicis, en partenariat avec les Échos, l'ont fait. Donc bravo, parce que ça n'était pas gagné. Je pense que c'est important qu'en France, il y ait un tel événement avec une telle énergie. J'espère que vous l'avez senti en parcourant les différents stands. Il y a une vraie énergie ici parce que c'est l'énergie française. Écoutez, en plus, il y a une présence absolument phénoménale. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est presque un meeting de candidats, hein, mais ce n'est pas le cas, rassurez-moi. Bien entendu, c'est vous qui allez me dire. Ce n'est ni le cas ni le sujet. Ça, c'est fait. On passe à autre chose. Alors, des milliers de startups présentes ici à Vivatech cette année. Elles sont là, elles sont prêtes, pleines d'énergie, vous l'avez dit, elles sont prêtes à disrupter, à ubériser, hein, pour reprendre le jargon à la mode. Mais c'est vrai que la France et l'Europe, d'une manière générale, ont parfois du mal d'abord à encourager la création de ces startups et puis ensuite à les faire grandir. Comment faire de ces startups des champions mondiaux, comment faire des licornes. Et justement, vous parliez du CES, et je me souviens qu'au CES, je vous avais entendu dire « France is back ». Alors, au-delà de la formule, où en sommes-nous aujourd'hui? Quels sont selon vous les points forts et aussi les points faibles de la France dans ce domaine? D'abord, je pense que le point le plus important, parce que ça ne se décrète pas, ce n'est pas les pouvoirs publics qui le font, ce n'est pas telle ou telle loi, tel ou tel décret, c'est la culture qui est en train de s'imprimer. C'est-à-dire qu'il y a une révolution culturelle à l'œuvre en France qui est entrepreneuriale. La France, c'est un pays de création, d'innovation. Vous allez partout dans le monde, les gens reconnaissent cette qualité aux Français. On est parfois moins bien organisé que les autres, parfois on est plus pessimiste, on se plaint davantage, mais il y a une chose qui caractérise la France, c'est son inventivité. Or, jusqu'à il y a quelques années, au fond, on n'arrivait pas à, transcrire cette inventivité en énergie entrepreneuriale. En tout cas, on y arrivait moins bien que les autres. Et parfois, on se fait même piquer nos inventions, hein, enfin, ou en tout cas, elles n'arrivent pas à se transformer. Et ça arrivera toujours parce que c'est un monde ouvert. Mais maintenant, ce que je constate, qui est le point le plus fort, et je le dis parce que ça ne dépend de personne, c'est au fond cette culture, cet esprit qu'il y a dans le pays. Aujourd'hui, quand vous demandez à des jeunes qui sortent d'école ce qu'ils veulent faire, de plus en plus, ils veulent devenir entrepreneurs. Ils veulent créer leur entreprise, à partir de leurs idées, leurs inventions, être plus libres, se développer. Il y a 10 ans, ma génération, on voulait devenir fonctionnaire ou rejoindre un grand groupe. Ça n'est plus le cas. Et donc, cette révolution qui est à l'œuvre, elle est vraiment culturelle, elle est fondamentale. Et je le dis souvent, on est du coup en train de sortir de ce qui bloquait la France. Et ça, il faut l'expliquer parce qu'il faut le propager. Et je vois beaucoup de jeunes, j'aperçois dans le public, vous avez, vous, cette responsabilité de transformer le pays. Parce qu'en France, on avait un double problème. On n'avait pas le droit d'échouer. C'est très mal vu d'échouer en France. Quand on tente quelque chose et qu'on rate, c'est très mal vu. Tout de suite, on vous dit, il a raté, c'est une forme de stigmate. Alors que c'est très instructif. Alors que celui qui a raté, c'est d'abord qu'il a tenté, donc il est plus courageux que celui qui est resté sur sa chaise. Ensuite, il a appris, sauf s'il est pas malin, mais il a appris de son échec. Et s'il se relève, il a encore plus d'énergie, de volonté, de résilience, de connaissance que celui qui n'a rien tenté.
Et ça, c'est culturel, mais c'est fondamental. Donc on a supprimé beaucoup de blocages qui existaient pour celles et ceux qui avaient un moment fait faillite, qui avaient raté. Et il faut continuer à le développer. Et puis le deuxième problème qu'on avait, c'est qu'on ne célébrait pas les succès. En France, on aime beaucoup les joueurs de football, on aimait beaucoup, et on aime beaucoup encore les grands cyclistes, les sportifs, les comiques, les acteurs. Mais alors, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, c'était suspect dans notre pays jusqu'à récemment. Est-ce que véritablement ça change? Et ça, c'est en train de changer. Il y a une génération d'entrepreneurs qui est en train de changer ça, qui donne envie. Il y a des entrepreneurs de tous âges, quand je dis une génération, c'est que c'est ce flot qui arrive maintenant, mais qui sont en train de réussir, qui donnent envie, qui aussi comprennent qu'ils ont une responsabilité qui n'est pas que de diriger l'entreprise, qui est d'inspirer, qui est de conduire. Et nous, on doit les célébrer. Et donc des événements comme celui-ci, comme emmener les gens au CES, comme, je veux dire, dans des fêtes un peu symboliques, les mettre en avant, c'est fondamental. Mais ça, à mes yeux, c'est la chose qui est la plus importante, la plus transformante, parce que c'est l'énergie d'un pays. Mais Emmanuel Macron, il y a également une certaine résistance, en tout cas on le voit, je vais citer des noms, Airbnb, Uber, Amazon et même Google, etc. C'est fascinant et en même temps ça fait peur. Et quelle doit être la position des pouvoirs publics justement vis-à-vis de ça? Alors, en France, il y a parfois des résistances au changement. On a des anticorps quand les choses vont trop vite. Et quand ça vient bousculer des gens qui ont des intérêts en place. Après, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a des évolutions technologiques qui sont légitimes, qui viennent bousculer des domaines. Il faut les regarder, ouvrir, changer la donne. Les pouvoirs publics ont un rôle, à mes yeux, double. Le premier, c'est d'éviter qu'il y ait une concurrence déloyale, que l'innovation vienne changer un marché à travers justement le smartphone qui apporte de nouveaux services en termes de mobilité et qui change les pratiques. Ça, on ne peut pas lutter contre, il ne faut pas lutter contre, parce qu'il crée des opportunités de création d'entreprises, de création d'emplois. Par contre, et donc que ce soit Airbnb, Uber, etc., ils apportent un service, une expérience, et ils créent de l'emploi. Par contre, on a des situations où cela crée de la concurrence déloyale. Certains ont payé, ont des normes qu'ils doivent respecter, et ils se font concurrencer de manière indirecte ou directe par ces acteurs sur le même secteur, alors qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Donc ça, on doit regarder chaque situation, non pas pour stigmatiser, non pas pour dire c'est affreux parce que c'est américain ou c'est nouveau, mais pour dire, attendez, il faut en fait quelque chose qui est quasiment de l'hôtellerie, il faut qu'on ait les mêmes règles du jeu. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder à chaque fois. Donc créer et quelquefois, c'est un petit peu le grand écart pour créer un cadre homogène. La deuxième chose, quand je dis créer un cadre homogène, c'est la fiscalité. C'est très important aussi. Quand on a des grands acteurs qui ne respectent pas les règles fiscales, c'est plus de l'innovation. Ça s'appelle de l'optimisation, parfois de l'évasion fiscale. Ça, il faut regarder les choses en face. C'est pas parce que c'est nouveau, sympathique, plein d'énergie que ça doit s'affranchir de toutes les règles. Mais vous leur dites ça à Google, vous étiez, je crois, avec eux à l'Élysée il y a 2 jours. On leur dit constamment, c'est un débat constant depuis d'ailleurs plusieurs années. Il y a des procédures qui sont en cours. Et moi je leur dis parce que ça fait partie de cette responsabilité que j'évoquais. Ils sont dans la société, donc ils contribuent à l'effort collectif. Et c'est d'autant plus important que beaucoup des startups qu'on a là sont parfois sur certains segments de leur activité des concurrents, d'un Google, d'un Facebook, d'un Airbnb, d'un Amazon. Et nos startups qui commencent en France, elles payent un taux d'impôt sur les sociétés de 33,3%. Donc on ne peut pas dire c'est formidable, mais on a des géants américains qui ont le droit de ne pas payer l'impôt et des startups françaises qui vont le payer. Et puis, il y a les règles de concurrence. Et ça, c'est très important, c'est de dire, voilà, les gros ne doivent pas tout écraser. C'est un nouveau marché, l'Internet. Il faut créer les règles de la concurrence, parce que la concurrence, c'est la liberté sans la loi du plus fort. C'est de dire, vous allez pouvoir innover, créer des choses, mais simplement, il faut respecter des règles minimales pour que le gros ne tue pas le petit. Voilà. Alors, puisqu'on est dans ce sujet-là, il y a une thématique qui revient très souvent quand on discute avec les start-upers, c'est la question du financement, bien entendu. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les choses se sont améliorées en France, se sont fluidifiées. Il est plus facile de trouver des fonds, notamment pour démarrer. Mais très vite, il semble que les montants soient plafonnés, c'est-à-dire qu'en France, on parle de dizaines de millions d'euros, et puis dès qu'on a besoin de plus, finalement, on a besoin d'aller aux États-Unis, en Californie ou ailleurs. Alors, c'est un sujet un peu compliqué, mais je vais essayer de simplifier pour vous. Nous sommes la Startup Nation aujourd'hui en Europe, indéniablement. On crée... C'est une incantation ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité, ce n'est pas une incantation. Nous créons au moins 1000 startups par an depuis 2 ans. Il y en a à Paris, en région parisienne, 5000. On est les numéros 1 en Europe continentale.
Et c'est cette vitalité que vous trouvez là, qu'on trouve chez les jeunes qui réussissent. On a les premières startups qui deviennent des licornes, comme on dit, c'est-à-dire qui dépassent le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le défi, c'est plus start-up en France. C'est, pour continuer l'anglicisme, scale-up. C'est en effet de grandir. On a donc ces 1000 startups créées. La Banque publique d'investissement a joué un rôle très important pour financer les premiers tours de table. On a maintenant des fonds d'investissement sur les premiers tours, des fonds d'innovation dans le capital qui sont présents, qui sont très importants, des Partech, des Sofinova, des Idinvest. On a des fonds créés par les entreprises, Orange, Publicis, beaucoup d'autres entreprises américaines, françaises qui se développent, les Cisco, les Intel, etc. Donc ça, ces premiers tours de table se font, s'accroît. La question, c'est quand on passe 80 à 100 millions d'euros de levée de fonds. C'est plus difficile en France. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle la profondeur de marché. Il n'y a pas assez de capital qui se mobilise dans cette économie de l'innovation. Mais ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas, mais c'est un cadre qui se change. D'abord, je vais vous dire pourquoi, c'est notre histoire. La France, c'est un pays de grands groupes industriels qui se sont créés pendant les 30 Glorieuses, avec un mode de financement qui est celui d'une économie de rattrapage. On finance beaucoup par les banques et les assurances, et on a beaucoup plus financé par la dette. Or, cette économie de l'innovation et des startups, elle a besoin de beaucoup plus de capital, qu'il faut lever vite et fort, avec des montants parfois vertigineux, parce que quand on a un concurrent dans une autre partie du monde, il faut être celui qui investit le plus fort pour aller toucher tous les marchés. Parce que ce qui caractérise cette économie, c'est qu'elle est très innovante, très rapide et mondiale tout de suite. On ne peut plus dire « je vais d'abord réussir en France, puis dans quelques pays européens, puis à l'international ». Le marché pertinent, c'est le monde. Donc il faut pouvoir lever du capital vite et fort. Or, nos banques et nos assurances, à cause de la régulation, vont de plus en plus vers le financement de la dette. Alors comment changer ça ? Donc là, ça ce qu'on a fait, c'est une des mesures que je défends dans le texte Transparence et modernisation de la vie économique, c'est de remettre une partie de l'argent qu'on a dans les retraites additionnelles, 130 milliards d'euros en France. Et bien de dire on change un peu les règles et on va en rerouter une partie pour financer les fonds propres et l'innovation. On a entre 12 et 18 milliards d'euros qu'on peut ainsi remobiliser, ce qui est un bon début. Premier élément. Ensuite, il faut permettre à ceux qui ont réussi, qui ont gagné leur vie dans leur entreprise, de pouvoir réinvestir dans d'autres entreprises. La force de la Silicon Valley, c'est que ça fait au fond 25 ans qu'elle fait ça. Donc, il y a eu un effet d'apprentissage, ça a grossi, mais il y a eu un environnement très favorable à cette capacité à réinvestir, ce qu'on a appelé les business angels, qui ont ensuite créé du venture capital. On a besoin de développer un venture capital français. Donc là, il faut créer des véhicules. On a fait une première mesure l'année dernière. Une autre mesure qu'on est en train de prendre, c'est le compte entrepreneur-investisseur, ce qui permet à des entrepreneurs qui veulent réinvestir de le faire très vite, avec une sécurité juridique et fiscale pour aller plus fort. Et vous parliez, vous parliez tout à l'heure de culture. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forte différence de culture entre la France et la Silicon Valley, où c'est vrai que c'est le pays de l'argent roi et les tabous sont tombés, et ce n'est pas le cas en France. Je pense que ça n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas le cas à l'échelle de tout le pays. On est un pays où même la détention d'actions par des particuliers a plutôt baissé depuis 10 ans, parce qu'il y a une aversion au risque. Mais il y a un écosystème aujourd'hui dans les métropoles françaises, parce que ça n'est pas que Paris. Quand je parlais tout à l'heure du CES à Las Vegas, 2/3 des startups qui m'accompagnaient n'étaient pas parisiennes. Mais il y a donc un écosystème qui se développe avec des gens maintenant de toute génération qui veulent réinvestir, qui aiment ça. Et il y a en plus un capital qui doit être mondial. J'ai fait venir il y a quelques mois des venture capitalistes américains, chinois, israéliens pour leur dire regardez, parce qu'il y a un provincialisme au fond californien. Ils sont sur la Silicon Valley, ils regardent la Silicon Valley, il y a des innovations formidables qui sont faites en Europe et qui sont intéressantes même pour eux, il faut qu'ils viennent les voir. Donc, si vous voulez, il faut développer cet environnement de financement, mais le point de départ, on l'a maintenant. C'est l'énergie, l'innovation du pays. C'est le premier point que j'évoquais. Je parlais hier, on était avec quelques-uns d'entre vous, avec des grands entrepreneurs américains qui viennent depuis 20 ans en France, et ils disaient, on n'a jamais vu ce qu'on est en train de voir. Et il disait, ce qui est vrai, il y a 5 ans, un événement comme Vivatech, on ne pouvait pas le faire en France. Parce qu'on n'avait pas cet écosystème. On n'avait pas justement ce groupe d'inspiration, de leaders qui est en train de changer le pays.
Eh bien, la conséquence maintenant qu'on doit en tirer, c'est sur le financement, c'est-à-dire de les aider, pour ceux qui réussissent, à réinvestir, à en tirer d'autres, à faire venir des fonds de venture capital. Et puis, cet écosystème d'innovation, c'est faire travailler les plus petits, les nouveaux, les startups, avec les entreprises établies et les grands groupes. Vous savez, aux États-Unis, comment il y a du financement ? Il y a des gens qui vont investir dans des entreprises, mais ils espèrent 3, 5 ans plus tard les revendre mieux. Bien sûr. Donc ils ont besoin d'avoir une sortie. En France, il y avait très peu d'échanges entre les startups et les grands groupes. Ce n'était pas la culture. Les grands groupes français étaient plutôt repliés sur eux jusqu'à il y a quelques années. Ils avaient cette culture du « invented here ». Si ce n'est pas fait chez moi, c'est que ce n'est pas bon. Et c'était des entreprises plutôt établies. Vous savez, la moyenne d'âge du CAC 40, elle doit être de 115 ans à peu près. Donc c'est stable, c'est fort. Ah là, c'est l'inverse. Hein. En même temps, c'est que le club n'est pas très ouvert. Vous allez au Nasdaq américain, qui pèse maintenant largement plus que le CAC 40. La moyenne d'âge, c'est 15 ans. Donc vous avez des managers et des entrepreneurs qui sont habitués à une économie ouverte, qui, quand ils voient une start-up qui arrive, ne se disent pas « circule, il n'y a rien à voir, ce qui est fait chez moi est bien mieux ». Ils se disent peut-être que celui-là, dans 2 ans, 3 ans, va venir me renverser et me remplacer. Donc ils sont obsédés par lui, ils investissent, ils lui donnent des contrats pour voir, et s'il est vraiment bon, ils le rachètent. Donc on a besoin d'avoir des fusions-acquisitions entre ces startups et ces grands groupes. Et ça change, parce qu'aujourd'hui, la plupart des groupes du CAC 40 ont créé ces fonds de capital pour investir dans les startups. Il y a des avantages fiscaux. Elles développent des contrats. Et maintenant, il faut aller plus loin. Il faut qu'elles payent plus vite. Il faut qu'elles aillent encore plus fort pour développer justement cet écosystème. Monsieur le ministre. Les startups, c'est la chance pour changer notre économie en profondeur. Et on le voit bien ici à Vivatech, où de nombreuses startups sont hébergées par des grands groupes. Juste un mot, très brièvement encore. La passerelle, ça peut être aussi le partage donc, des connaissances. C'est ce qu'on appelle l'open innovation, l'innovation ouverte. C'est un passage obligé aujourd'hui. C'est la solution ultime, l'open innovation. C'est en tout cas une des solutions qui permet d'avancer. Brièvement. C'est pas la seule. Je pense qu'elle illustre parfaitement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette économie de l'innovation, il faut innover beaucoup, vite et à grande échelle. Et donc oui, parfois on a intérêt à ouvrir cette innovation, à la développer pour juste garder de la vitesse. Et je pense que c'est un mode de partenariat entre start-up et entreprises de taille intermédiaire, entre start-up et grands groupes, qui permet justement de passer des échelles. Après, ça dépend des secteurs, parce que ce qui est vrai pour certains en moyenne n'est pas vrai pour tout le monde. Bien sûr. Il y a encore des secteurs où la propriété intellectuelle est absolument structurante. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vous propose de poursuivre cet entretien avec des intervenants qui vont nous rejoindre sur scène maintenant. Et ce sont justement de jeunes entrepreneurs et des étudiants. Alors, 2 start-upers et 2 étudiants qui vont arriver tout de suite. Venez, mesdames et messieurs. Et ce sont eux qui vont vous poser les questions suivantes, en l'occurrence une question chacun. Après, bien entendu, vous êtes présentés un petit peu les uns et les autres. On va commencer avec Louisa, qui est juste assise à votre gauche. Bonjour, je m'appelle Louisa, j'ai 24 ans, je suis étudiante à HEC Entrepreneur. C'est là où j'ai rencontré Julien et Robin, avec qui je fonde Citron. Donc Citron, c'est la solution pour trouver un lieu qui vous ressemble. Concrètement, c'est une application mobile, vous allez avoir de la recommandation de lieux qui aurait pu être recommandé par des amis. Donc moi, ma question pour vous, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, c'est justement comment nous aider à nous développer à l'international pour avoir toujours plus d'applications, de solutions françaises partout dans le monde. Alors il y a 2 échelles à l'international. L'Europe, où on essaie de faire un marché unique. Donc là-dessus, il faut développer justement des partenariats qui sont dans un marché de plus en plus homogène et avec des règles communes. Et puis il y a le grand large. Moi, j'aurais un conseil. Le premier, c'est déjà de travailler avec la communauté French Tech. J'arbore ce petit coq qui n'est pas qu'une décoration. C'est le label de cette French Tech. Qu'est-ce que c'est la French Tech? Vous savez, ce sont ces labels qu'on a donnés aujourd'hui à 13 métropoles en France. Mais on a créé à l'international des hubs. Il y en a 12 qui sont les communautés françaises de start-upers comme vous qui sont dans les grandes capitales européennes. Je dis ça parce que l'entrepreneuriat, comme vous le savez, c'est informel. Il n'y a pas une grande politique d'État pour développer les startups à l'international, ça ne marcherait pas. Par contre, il y a d'abord ces communautés d'affinité, les French Tech Hub, donc appuyez-vous sur eux.
grâce à la mission French Tech. La deuxième chose, pour vous accompagner, nous, on peut vous aider avec Business France, qui est l'agence qui aide les entreprises traditionnelles, les grandes, les petites et les startups à aller vers de nouveaux marchés, c'est-à-dire les conseiller en leur donnant du réseau et nos points d'accès partout dans le monde, puisqu'on est partout dans le monde, et en même temps les aider à financer ces frais de développement. Donc voilà, moi, ce que je vous conseillerais, ce sont les deux leviers très pratiques. Et ce que vous disiez tout à l'heure, partir tout de suite à l'international sans attendre. Je pense qu'il faut aller très vite. Alors là, on est sur une application qui est très particulière, où en fait c'est Déjà une communauté d'affinité, mais qui est internationale par capillarité. Donc, si vous voulez, cette économie de l'innovation absolue, elle a une caractéristique que des dirigeants publics doivent bien prendre en compte. Elle est formidablement décentralisée. Le pouvoir, il n'est pas dans un bureau, à un ministère, ou que ce soit en centrale. Le pouvoir, il est chez les gens. Donc, ce sont en effet vos affiliés, je ne sais pas comment vous les appelez, vos adhérents, vos consommateurs, qui vont décider. Mais on l'a vu avec les taxis. À un moment, l'État a dit, on ne va pas ouvrir les taxis, on ne va pas permettre à d'autres de travailler pour protéger. Il y avait des besoins. Les gens ont voté, ils ont utilisé les applications et vous êtes débordés. Donc, visiblement, tout le monde n'a pas cette vision. non, mais c'est un état de fait, si vous voulez, cette vision. Donc, il faut en tirer les conséquences. L'État, il est là pour remettre du commun, il faut respecter des règles communes parce qu'on vit ensemble, créer un ordre public parce que ça ne doit pas être l'état de sauvagerie, aider, accompagner, mais il n'est pas là pour faire à la place. Ça, je pense, c'est très important. Très bien. Voilà les deux points. Deuxième question. Pierre-Marie, vous êtes étudiant également. Bonjour Monsieur Macron. Bonjour. Du coup, moi j'ai eu une entreprise pendant 7 ans dans l'audiovisuel, puis j'ai choisi de faire une reconversion dans le digital. Et du coup, maintenant je suis depuis donc, à Epitech, bien sûr, donc, que je suis en train de terminer. Et là, depuis 1 an, j'ai créé une start-up avec des associés qui en fait est spécialisée dans le prototypage d'objets connectés pour les grands groupes et les start-up. Donc l'idée, c'est que les grands groupes, on va leur apporter vraiment de l'open innovation et on va leur permettre d'être beaucoup plus flexibles. Et les startups, on va leur permettre d'avoir rapidement un prototype à pouvoir montrer à des investisseurs, ce qui est quand même toujours plus agréable qu'un PowerPoint. Donc voilà l'idée. Ma question, justement, c'est comment éviter l'exil des entreprises de France et de faire de notre pays le pôle de l'innovation et de la technologie en Europe? C'est l'effet d'entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est que l'innovation attire l'innovation. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans cette économie? Il faut 3 choses. Il faut une culture. Je l'évoquais tout à l'heure, elle est là en France. Vous le sentez, il y a une culture de l'innovation dans, justement, à la fois ces lieux de la French Tech, mais elle est là. Alors, parfois, cette innovation, elle inquiète une partie du pays. Il y a aussi de la peur, la volonté de ne pas changer. Ça, il faut expliquer, il faut montrer. Et il faut montrer que c'est l'expérience d'ailleurs qui est la vôtre. Par l'innovation, par le numérique, on reconstruit une destinée professionnelle, on retrouve une place. Bon. Mais on a la culture du changement, du risque qui est en train de s'imprimer, elle est là. Deuxièmement, il faut le capital. Il est là aux premières phases, il faut qu'on améliore collectivement encore cette phase de croissance, c'est la discussion qu'on avait. Puis troisième élément, il faut des talents. Il faut que les meilleurs soient là. On en a, il faut qu'ils arrêtent de partir, et ça la clé c'est de leur montrer qu'on peut entreprendre dans le pays. On a pris des mesures aussi pour qu'on puisse intéresser plus facilement à l'entreprise les meilleurs, les BSPCE comme les actions de performance. Il faut leur permettre, par l'entrepreneuriat, de réussir et de dire qu'il n'y a pas de limite. Quel que soit ce que vous mettez derrière la réussite, que ce soit de gagner beaucoup d'argent pour les uns, de créer beaucoup d'emplois pour les autres, d'avoir la structure la plus innovante pour certains, de renvoyer au bien-être social pour d'autres le plus fort. Et donc, c'est de permettre justement de réussir pour attirer les talents qui soient académiques, scientifiques, commerciaux et de business. Ces 3 éléments-là, on les a. On les a. Et il y a des points à améliorer, il y a des points de fiscalité. Je ne suis pas dupe sur la fiscalité du patrimoine, mais quand on est jeune et qu'on veut réussir, on peut tout à fait le faire en France. On peut le faire. Regardez les Blablacar, les Sixfox, toute cette génération qui est au fond la vôtre. Ils sont en train de réussir en France, de Paris ou de la province. Et donc, il faut casser cette idée reçue que la France n'est pas un pays où on peut réussir. Il faut casser cette idée reçue qu'il faudrait, par effet de mode, s'expatrier. S'expatrier où? À Londres? Ah, bon courage. C'est peut-être pas... Je pense que honnêtement, on est aujourd'hui devenu une bien meilleure place. Parce qu'il y a cette culture française. Parce que vous serez en plus maintenant placé dans une Europe continentale qui va devenir très rapidement un marché unique. Parce que vous avez cette possibilité d'avoir accès à plusieurs univers. Mais au fond, je vais vous dire, c'est vous qui avez la réponse.
Moi, je vous donne ma conviction, ce sur quoi je me bats au quotidien, ce sur quoi je continuerai à me battre. Mais ce n'est pas une politique publique de faire de la France la terre de l'innovation et de la réussite. C'est le choix des entrepreneurs. Tant qu'il y aura des chefs de grandes entreprises ou des entrepreneurs qui auront dans leur tête l'idée qu'on ne peut pas réussir dans ce pays, qui diront, parfois trop souvent, du mal de la France, qui iront s'installer pour des raisons de fiscalité personnelle, parfois d'ailleurs mal calculées, à l'étranger, ils essaieront d'imprimer ce message. Mais je suis sûr que si tous ensemble, on montre qu'on peut changer ce pays, faire de l'innovation, développer des entreprises ici, ce qui est vrai, mais cette idée n'existera plus. Et on changera le pays en profondeur. Je veux dire, les entrepreneurs, ils font le pays aussi. Ils changent la culture du pays. Ils la transforment. Et c'est aussi cela ce qu'on doit faire collectivement. Donc, ma conviction, c'est qu'on a là aujourd'hui tout pour réussir. Il y a encore des points à améliorer. Il faut améliorer l'adaptabilité, l'agilité des entreprises. Il faut leur donner plus de capacité à faire et moins de normes prédéfinies, que ce soit pour le fiscal, le réglementaire ou les différents secteurs. Mais au fond, moi, ce qui m'a toujours frappé, et je le dis souvent, ce qui caractérise un entrepreneur, c'est pour ça que je viens très souvent dans ces salons, c'est qu'il ne demande rien à un ministre. C'est formidable. Ah mais vous êtes un ministre heureux. En général, d'ailleurs, les ministres qui s'occupent de la tech sont heureux. Oui, mais je vais vous dire, il y a beaucoup de catégories. C'est le seul secteur où il n'y a pas de problème. Quand vous allez voir les entreprises, les chefs d'entreprise vous demandent des choses. Après, ils vous reprochent, ils vous disent la loi est trop compliquée, ils vous disent il y quoi a trop de niches. Mais ils vous disent il faudrait tel ou tel avantage, il faudrait changer ça, etc. Un entrepreneur, quel que soit le secteur, il n'y a pas que la technologie, c'est pas que le numérique. Un entrepreneur, c'est une plante résistante. Elle s'adapte à tous les milieux. Elle ne veut juste pas qu'on change trop souvent la température. Mais il y a une résistance, une volonté d'y aller. C'est ça, c'est pour ça que je dis c'est notre richesse, les entrepreneurs. Ils ne demandent rien à l'État. Ils se disent juste comment moi je peux servir mon pays. Et donc moi, mon message, on fait tout ce qu'on peut pour que l'écosystème soit là, pousser, mettre en avant. Mais maintenant, mon message aux entrepreneurs, et la meilleure réponse que je peux faire à votre question, c'est faites-le. Ne vous demandez pas, pour être un peu keynésien, ce que le pays peut faire pour vous. Demandez-vous à chaque instant ce que vous pouvez faire pour lui. C'est ça être entrepreneur aujourd'hui. C'est pareil que faire de la politique. Très bien, merci. Alors, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et nous avons Nadia, qui, elle, est dans la vie active, qui est start-upeuse. Et qui a une question également à vous poser justement sur les conditions de travail en France. Et qui a justement décidé de réussir en France au travers de Guards. Alors Guards, c'est une plateforme de mise en relation de clients, donc pro ou particuliers, à des agents de sécurité indépendants. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter un souffle nouveau sur cet univers au travers d'un service innovant qui est accessible en quelques clics, où on peut réserver une prestation de sécurité. Notre business model, il est vraiment fondé sur la revalorisation des agents de sécurité, qui est une profession aujourd'hui qui est dévalorisée. Donc on a vraiment cette volonté-là. Et aujourd'hui, ma question, elle est liée à ça. Comment soutenir justement les jeunes start-upers pour créer de l'emploi en banlieue ou à des personnes issues de la diversité? Bravo, non mais vous pouvez, vous avez raison, parce que je pense que c'est... Je pense que c'est un bel exemple, le fait qu'il n'y a pas de fatalité. Et que le numérique, qui fait peur à beaucoup de gens, parce qu'on dit que ça va détruire des emplois qu'on a, et c'est vrai, il y a des secteurs où le numérique va aller chasser les emplois, il recrée des opportunités pour des emplois très qualifiés et peu qualifiés, dans tous les territoires. Et le numérique et l'entrepreneuriat, ce que vous faites, ça redonne des perspectives de mobilité. Ça tire des gens, ça les change de leurs conditions, ce qui est absolument fondamental, et c'est ce dont les banlieues en particulier, mais tout notre pays, a besoin. La première chose pour aider, c'est de repérer les talents, justement. Les talents, les envies de faire. Et donc, c'est de recruter. La politique qu'on a et qu'on va continuer à développer, ce qu'on doit continuer à faire, avec des associations, on a beaucoup travaillé avec... Mosaïque RH, bravo. Je vois qu'ils savent faire. Non, ils savent se vendre. Hein. Ça, on ne peut pas dire, ils savent se vendre, les start-upers. Les différentes associations qui poussent justement les quartiers. Nos quartiers ont du talent, Passeport Avenir, etc. Il y a beaucoup, justement, d'associations, d'entreprises. Il y a les pouvoirs publics qui le font aussi, avec les pôles emploi. C'est d'aller repérer les talents, les gens qui ont envie, et qui puissent, justement... aujourd'hui,
participer à cette aventure et rejoindre votre entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'aider à démarrer. Et donc, c'est des financements ou des garanties. Et c'est là où, pour démarrer, la Banque publique d'investissement a un rôle fondamental. Et elle le fait. Elle est très présente sur ce segment de marché. Elle a même comblé une faille qui existait. Et donc, c'est d'aller auprès de la banque publique pour avoir certains prêts de démarrage d'investissement, des garanties. Elle est très présente là-dessus. Il faut aller la solliciter, c'est son rôle. Puis on a créé une agence qui s'appelle l'Agence France Entrepreneur, dont on a confié la présidence à Moed Altrad, la vice-présidence à Dominique Restineau, qui avait fait un très gros travail à la CPE justement dans cet esprit. Et l'Agence France Entrepreneur, partout sur le territoire, elle vient justement accompagner. C'est-à-dire, c'est pas seulement donner de l'argent, vous le savez très bien, c'est aider les entrepreneurs, les plus petits, en particulier dans les environnements les plus difficiles, à dire voilà ce qu'il faut faire comme démarche administrative, voilà telle plateforme pour justement aller plus vite, voilà tel financement que vous pouvez aller soulever, voilà telle aide d'un réseau consulaire ou d'un autre que vous pouvez aller chercher pour aller plus vite. L'Agence France Entrepreneur, ça doit vraiment être votre plateforme là-dessus, et c'est fondamental. Et après, c'est de vous mettre en avant, c'est-à-dire de vous aider à réussir, là aussi par des financements, par l'accès à certains contrats, par la mise en lumière comme aujourd'hui, et par la commande publique. Moi, j'y crois beaucoup. On en a peu parlé, mais l'État, il a aussi un rôle, c'est qu'il achète. Enfin, les pouvoirs publics achètent beaucoup. Est-ce que c'est facile pour des startups comme ça d'accéder à ces commandes publiques? C'était assez difficile. On vient de mettre en place un gros changement qui a été 1 an et demi de travail. Depuis le 1er avril dernier, on a un nouveau texte sur les marchés publics. On a simplifié. On a supprimé 40% des textes. 40%. Ça s'était jamais fait à ce niveau-là. Oui, d'habitude, on en rajoute. On en rajoute, hein, on est d'accord. On l'a numérisé. On a mis des critères beaucoup plus simples, en particulier pour les petits, avec la possibilité de digitaliser aussi les commandes. On a enlevé un système où en fait c'était toujours les gros qui allaient prendre les marchés, puis qui ensuite les redispatchaient aux plus petits. C'est fini, on doit allotir, comme on dit, au bon niveau. Et puis, on a mis en place des critères qui n'existaient pas. Jusqu'à présent, c'était forcément le moins cher. Pour une entreprise comme vous, ce n'était pas le mieux. Et donc, on a mis des critères d'innovation, des critères sociaux, environnementaux et aussi d'achat local qui permettent à des collectivités publiques qui voudraient avoir recours à vos services de passer le bon cadre sans risquer d'être condamnés, d'avoir des procès, que ce soit des procès d'intention ou d'aller au pénal. Et donc ça, c'est aussi très important pour vous aider. La réponse vous convient, Nadia? Oui. Merci, c'est vrai que très honnêtement, on est en plein sur les marchés publics, aujourd'hui sur la sécurité, et on a du mal justement à décrocher des contrats parce qu'on est petit, mais on va mettre en avant ce côté innovant et ce côté justement différenciant. Donc, mais l'exemple de votre entreprise, je pense, il est extrêmement illustratif de ce que le numérique et l'entrepreneuriat peuvent apporter au pays. Parce que vous redonnez des perspectives et vous créez des jobs pour des emplois peu qualifiés. Et donc ça tue une première idée reçue que j'entends trop souvent, qui est que le numérique, ça serait fait que pour les geeks ou pour les surdiplômés. Ça n'est pas vrai. Parce que le numérique, c'est la réconciliation entre du numérique et de l'emploi physique, entre du très qualifié de l'innovation et du peu qualifié des services. Puis la deuxième chose, c'est que ce serait réservé à quelques arrondissements parisiens ou des métropoles. Et ça, c'est fondamental de porter ce message parce que pour moi, c'est une vraie politique pour les quartiers. Vous savez, on a longtemps pensé que dans les quartiers, les jeunes voulaient entendre « on va t'aider à réussir là où tu es, on va rénover ton quartier et on va te donner le RSA. On est un pays formidable. » Le RSA, c'est mieux que de ne rien avoir. Mais pour y être allé beaucoup, pour entendre, avoir parlé avec beaucoup de salariés de groupes comme le vôtre, ce que veulent entendre des jeunes qui sont dans ces quartiers, c'est qu'ils peuvent réussir comme partout ailleurs, qu'ils ont la possibilité de changer leur vie et de changer aussi le reste du pays par l'entrepreneuriat. Et au fond, ce n'est pas simplement un message d'espoir, c'est en vrai un changement par l'entrepreneuriat dans ces quartiers, dans les zones les plus pauvres. C'est ça le message que vous portez. Alors justement, on va rester complètement dans cette thématique, dans la thématique de l'emploi, avec la dernière question qui vous est posée par Benjamin Chemla.
Benjamin, donc si vous pouvez vous présenter. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Alors vous avez peut-être croisé dans la rue certains de nos vélos, nos petits Stuart. Stuart est la première plateforme technologique européenne qui met en relation des entreprises, des commerces et des e-commerce avec une flotte de livreurs indépendants, piétons, vélos, vélos cargo et également motos et voitures. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 2-3 000 livreurs qui sont connectés sur notre plateforme. On permet à des entreprises, à l'instar de Amazon, de lancer maintenant, eux aussi, la livraison en 1 heure. Voici un petit peu l'objectif qui est le nôtre. Et donc, Monsieur le Ministre, ma question, c'est, pensez-vous que les nouvelles opportunités du digital vont pouvoir permettre à tous de travailler? C'est le défi qui est le nôtre. Parce que le numérique crée des opportunités, on le voit bien dans des secteurs nouveaux, il vient aussi détruire des tas d'emplois dans des secteurs existants. C'est une vraie révolution, c'est une vraie transformation de nos pratiques, de nos façons de consommer, d'innover, d'investir. Et donc, le défi, c'est que chacun trouve sa place. C'est le défi parce que c'est la meilleure réponse aux peurs qu'on évoquait. Pourquoi les gens rejettent le numérique parfois ou ont un sentiment d'angoisse? Parce qu'ils se disent « il n'y aura pas de place pour moi ». Donc, notre défi collectif, c'est de montrer que chacune et chacun, en fonction de ses talents, de ses compétences, de ses envies, peut trouver une place dans le numérique. Pour faire ça, il ne faut pas bloquer. C'est difficile parfois, dans un pays qui a peur, qui a des angoisses. Donc, il faut expliquer, il faut illustrer. C'est les 2 exemples qu'on vient d'entendre, les 3-4 exemples qu'on vient d'entendre à l'instant, parce que vous allez demain créer ce projet que vous évoquez et vous montrer qu'on peut, par le numérique, justement aussi changer de vie. Ces 4 exemples, c'est une façon d'illustrer, pour des gens qui sont parfois loin du numérique, le fait qu'on trouve sa place. Mais il faut l'inventer, c'est différent. C'est un monde qui a moins de repères fixes, où on ne va pas avoir une carrière dans la même entreprise avec le même contrat, où on va sans doute passer d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'une forme d'emploi à l'autre. On va être entrepreneur, on va devenir salarié, on va se reformer, etc. Donc on aura un parcours de vie très différent. Et ça, il faut l'accepter. Et il faut donner de l'agilité à notre économie. Alors, pour réussir, il y a différentes formes et il faut leur donner une place. Il y aura des entreprises du numérique qui vont continuer à avoir des salariés, qui vont embaucher, qui auront besoin d'agilité, de financement, et il faut leur donner justement ces dispositions. Puis il y aura des entreprises comme vous qui seront plus des plateformes ouvertes, qui aident justement à donner, pour un moment de leur vie sans doute, à des gens la possibilité d'avoir un travail. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le réflexe que je lis ou que j'entends parfois, qui est de dire c'est mauvais parce que ce ne sont pas des vrais jobs. C'est mauvais parce que ça vient concurrencer des vrais jobs. C'est un peu une réalité et c'est vrai que ça revient tout de suite, cette idée de nouvelle précarité en réalité. Alors, je vais vous répondre de manière très directe et peut-être très provocante ou provocatrice. Très bien. Mais est-ce que quelqu'un qui a un CDI dans un groupe bien établi va aller décider de faire un job sur une plateforme collaborative? Ça le peut si c'est son choix et s'il ne supporte plus la subordination du contrat. Mais la plupart du temps, ça va être des gens qu'on trouve dans ce type d'entreprise qui n'avaient pas d'emploi. Moi, je veux bien faire la morale aux gens. Et depuis mon siège ou mon bureau, dans ma vie bien installée, aller expliquer que c'est mal d'aller sur un emploi qui est peut-être plus fragile, peut-être plus précaire, peut-être moins bien payé. Mais je ne sais pas garantir à cette personne qu'elle aura un emploi dans mon économie. Aujourd'hui, on a 10% de chômeurs. Donc aujourd'hui, c'est toujours ça. Aujourd'hui, on a 25% de jeunes au chômage. Dans notre pays, depuis 30 ans, on n'a jamais réussi à descendre en dessous de 15% pour le chômage des jeunes. Aujourd'hui, dans certains quartiers de notre pays, on a 50% de chômage des jeunes. C'est ça la réalité. Donc oui, ces plateformes, oui, ces emplois collaboratifs, ils sont parfois plus précaires, ils sont plus difficiles, mais ils donnent une expérience à des jeunes, ils leur redonnent aussi une dignité, un rôle, une volonté de faire. Ils vont compléter un CV. On était à l'instant on a fait du job mentoring avec quelques-uns auprès de jeunes. Et le jeune qui arrivera, il n'aura pas 2 ans au RSA avec un employeur qui lui dira « Qu'est-ce que vous avez comme expérience ? Vous n'avez pas d'expérience ?» Mais non. Il aura 2 ans, 3 ans d'expérience dans une de ces entreprises et il bougera.
Il va construire son parcours. Il n'aura pas envie de rester toute sa vie peut-être à faire justement le livreur ou à travailler de manière plus fractionnée. Mais il aura une expérience qui lui permettra ensuite d'accéder à autre chose. Parce que ce sont des parcours de vie qu'on est en train de créer. Ce sont des opportunités qu'on offre et qui sont différentes. Mais Alors, il y a des règles. Monsieur, il est soumis au droit du travail. Monsieur, il paye une fiscalité. Il est en France. Donc ces règles, elles existent. Il ne faut pas faire croire aux gens. Il n'y a pas besoin de c'est le Far les changer, West. il n'y a rien à faire évoluer sur ce plan. Mais je pense qu'il y a à faire fonctionner, à en créer davantage et à avoir ces règles communes. Et avant d'être obsédé pour savoir comment on va serrer les vis partout, d'aider déjà à réussir à faire fonctionner. Moi, j'irai serrer des vis partout le jour où les jeunes ne seront plus au chômage dans mon pays. Mais la priorité pour redonner des perspectives, pour redonner de la dignité, de l'envie, c'est oui, recréer des emplois, laisser les gens faire, redonner cette envie. Merci. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Bah, écoutez, nous sommes pile dans le timing, mais même si ça ressemblait clairement à un mot de la fin, si Monsieur le ministre avait encore un petit message à faire passer à ces jeunes start-upers, j'allais dire en marche. Non, je vais arrêter ma phrase ici. Le dernier message. Oser et douter. Oser parce que ce qui caractérise les entrepreneurs, c'est de ne pas avoir peur. C'est de penser que tout est possible, même inatteignable. Osez parce que vous allez peut-être échouer, mais ça n'est pas grave. Parce que, au fond, vous savez, le monde n'est changé que par des gens qui échouent. Le monde n'est changé que par des gens qui ne s'en contentaient pas. Osez parce que vous n'allez pas réussir tout seul. Vous réussirez simplement si vous arrivez à en embarquer d'autres, à en convaincre d'autres, à les tirer vers le haut. Osez parce que si vous réussissez, il n'y a pas de petite et de grande réussite. Il y a l'esprit et l'exemple que vous insufflerez. Il y a ce que vous raconterez le soir en rentrant chez vous. Il y a le visage que vos enfants auront quand ils vous retrouveront et qui changera leur rapport au pays, au réel, à l'avenir. Et puis doutez un peu, parce que qui ose doute. Doutez tous les matins, pas pour rester assis, pas pour vous dire que c'est infaisable, mais pour faire mieux, parce que c'est aussi être intelligent. Donc, osez et doutez pour vous, pour ceux qui vous entourent, et puis pour votre pays, parce qu'il en a besoin. Merci.